Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier exercice de l'année qui normalement clôture toutes les corrections vidéo et toute la matière, en tout cas d'exercices qu'on vous a donné pour vous entraîner pour l'examen. Je sais que vous êtes triste, mais ça va aller. On va essayer de rendre cet exercice sympa pour terminer et, euh, et je vous souhaite bonne chance pour l'examen. Donc l'exercice 2, c'est sur les détections d'anomalies. Vous avez vu dans le cours, normalement, comment est-ce qu'on fait de la détection d'anomalies, donc avec tout ce qui est algorithme univarié, multivarié, etc. Et là, on va voir un peu une synthèse de tout ça. Donc, une compagnie spécialisée dans la construction de pièces mécaniques décide de mettre un outil de détection automatique de pièces défectueuses. Pardon. Chaque pièce est caractérisée par trois features, donc comme l'exercice précédent, trois features, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on est en 3D, trois dimensions, hein. Et donc, on a le poids, la longueur, la largeur. À cette fin, l'entreprise possède les données suivantes, qui sont ici, que l'on sait exemptes de défectuosité. C'est-à-dire, ce ne sont pas des anomalies. Donc voilà, on a toutes ces données. Et l'entreprise souhaite connaître la probabilité que les pièces suivantes sont défectueuses. Donc celle-ci, ok. On voit qu'elles sont quand même un peu différentes de celles au-dessus, même si pas si différentes. Et on veut savoir si c'est des anomalies. Donc comment on va faire? Donc indiquer la probabilité que les données suivantes soient défectueuses en utilisant le modèle de la distribution normale univariée. Donc on a une hypothèse. Quelle est l'hypothèse suivante? C'est que les valeurs de chaque paramètre sont issues d'une loi normale à dimension spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma largeur, ma longueur n'ont pas de lien en fait. Elles ont chacun leur distribution qui est unique. Elle est spécifique. Et on est libre d'utiliser n'importe quel outil pour les lois de probabilité de la loi normale, donc table, script Python, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, calculer ces probabilités? Ben, normalement, on l'a vu dans la slide 30, euh, ici. La slide 30, qu'est-ce qui se passe? On a vu ici cet algorithme pour calculer du coup les paramètres de ma loi normale. Donc là, alors, si vous ne comprenez pas du tout ce dont je parle, il faut alors relire les slides précédentes dans le cours, parce qu'en fait, on a tout un processus où on dit que voilà, on a une loi normale, on veut trouver donc les paramètres. On utilise ce qu'on appelle le maximum de vraisemblance, la MLE, Maximum Likelihood Estimation, qui nous permet en fait, et vu que c'est un résultat statistique qui est connu, de calculer en fait selon ces deux formules euh, les, euh, les paramètres de la loi normale, pardon, donc mu et sigma, qui sont donc la moyenne et évidemment les standard deviation, variance, etc. Ok. Donc cet algorithme nous permet de le faire et c'est ce qu'on vous demande. Donc par exemple, ici, vous pourriez coder simplement un petit algorithme Python, un script, ce qui vous est proposé, hein, et vous calculeriez en fait les différents paramètres, donc les sigma j au carré et les mu j. Avec j, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça dépend en fait des features. Ok. Donc on voit que j, c'est pour la feature. Donc là, on en a trois différentes. Et les i, c'est pour les données. Évidemment, au plus on a de données, au plus on est précis dans notre apprentissage de ces paramètres. OK? Donc ça, c'est ce qui vous est demandé à la question 1. Je vous laisse le faire. Évidemment, on ne va pas le faire ensemble. Ça serait un peu long et pas très, très intéressant vu que c'est simplement du codage de cet algorithme aussi. OK. Identifier les limitations de cette hypothèse et proposer une nouvelle hypothèse pour la détection des défectuosités. Expliquez succinctement les avantages et inconvénients de votre alternative. Note, il n'est pas demandé d'effectuer de nouveaux calculs avec le nouveau modèle. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on a une loi univariée. Évidemment, la question a le nom d'une autre. Donc, on va prendre la deuxième qu'on connaît grâce au cours, la multivariée. Qu'est-ce que c'est la différence? C'est que vous voyez cette hypothèse ici, qu'on a posée, que chacun de nos paramètres a sa propre dimension spécifique, etc. C'est qu'ici, ce n'est plus le cas. En fait, on va enlever cette hypothèse. C'est ce qu'on parle à la slide 30. Donc, la difficulté, c'est que, par exemple, cette anomalie, ici, qu'on voit assez clairement séparée du reste, comme on utilise l'hypothèse qu'on a définie dans l'univarié, ici, on ne remarque pas en regardant simplement de la façon univariée. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, enfin, du coup, on va retirer l'hypothèse, mais on va rajouter de l'importance sur la corrélation qu'ont nos différentes features. Ok. C'est en ça qui est important. Donc, quel est l'avantage, du coup, de la multivariée? Donc, l'avantage, c'est que on est assez expressif pour capturer les corrélations.
Donc qu'est-ce qu'on vient rajouter? On vient rajouter justement, tout ce qui est, matrice de covariance et cetera, qu'on parle ici. Ça, je vous laisse encore une fois relire la théorie, pour bien comprendre. Du coup, ce qu'on vous demande, c'est: qu'est-ce que je peux faire? Bah, ce que je peux faire, c'est prendre la loi normale multivariée. Qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute un modèle qui est plus expressif et qui va permettre de capturer les corrélations, OK? Et qu'est-ce que, sont les désavantages? Les désavantages, c'est que évidemment, si je prends les corrélations et cetera, une matrice de covariance et cetera, maintenant on a une croissance des paramètres qui est quadratique. On a beaucoup plus de paramètres, hein. Ici, c'est 2n et ici, c'est 2n plus ce qui est, défini dans la matrice de covariance. OK, super important. Et d'autant plus, si on a, quelque chose qui est croissance quadratique, c'est aussi plus coûteux à calculer. En fait, on va devoir faire une inversion de matrice. C'est là où il y a le troisième problème qui rentre en compte, c'est que en plus, si on veut inverser la matrice, bah, il faut une matrice qui est inversible, évidemment. Et du coup, en fait, on doit avoir un grand nombre de données, pour avoir une matrice qui est inversible à tous les coups. OK? Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? Multivarié. Avantage, on est plus expressif, on capture les corrélations entre nos features. Par contre, plus coûteux, quadratique au niveau des paramètres, et on a besoin d'une matrice inversée. Voilà. Et la fin, c'est après 10 années d'opération, on a 100 000 données. Et on veut savoir, donc l'entreprise veut savoir si elle peut utiliser de l'apprentissage supervisé. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'était du non supervisé. Maintenant, on veut savoir si on peut faire du supervisé, donc avec un réseau de neurones pour prédire les défectuosités. Qu'est-ce qu'on pense de cette idée? Argumenter, et cetera. C'est aussi quelque chose que vous avez dans vos slides. Et en fait, du coup, c'est assez simple de comprendre ici. Ce qu'il faut faire, c'est oui, techniquement, euh, l'entreprise peut utiliser de l'apprentissage supervisé. C'est possible. La seule chose à laquelle elle doit vraiment faire attention, c'est d'abord d'avoir assez de données, parce que là, elle en a 100 000, ça paraît être assez, mais elle doit surtout avoir assez de données de chacun des labels, en fait. Si on a 100 000 données qui sont totalement OK, elles n'ont pas d'anomalie, ça va être sûrement très compliqué pour un modèle d'apprendre qu'est-ce une anomalie. En fait, ça va être très rarement suffisant pour que le modèle soit capable, parce que c'est très difficile pour un modèle de caractériser les anomalies. OK? Parce que c'est très peu semblable sur quoi on s'est entraîné. Donc, l'entreprise peut le faire, ce que vous devez mettre pardon, comme réponse, c'est oui, l'entreprise peut le faire parce qu'elle a pas mal de données, mais elle doit s'assurer d'avoir enfin, assez de données positives et négatives pour pouvoir justement parer ce genre de cas où ben, effectivement on sait que ce qui est bon, donc on va pas être très capable de dire ah, ça c'est une anomalie ou non. Ok? Donc ça, c'est ok si on arrive à avoir assez de pièces en fait avec les différents labels, donc euh, défectueuse ou non défectueuse. OK? Donc voilà, ça conclut les exercices de cette année. Si vous avez une question, il y a plus de séances à distance, donc Discord, si vous avez des questions. Et je vous souhaite un bon courage pour les études, pour l'étude de cet examen et une bonne chance.